Bonjour à toutes et à tous, et je vais avoir le plaisir de vous présenter l'importance des situations de départ. Il faut, pour en comprendre et en vivre l'expérience, se mettre dans la peau d'un étudiant, et bien, je vous annonce que l'UFR Santé a décidé de vous faire piloter, et que dans un mois, vous serez aux commandes d'un avion. Alors, ne vous inquiétez pas, regardez, on a commenté pour chacun un manuel du pilote d'avion. Il y en a à peu près un peu plus de 42 ou 43 qu'on a acheté. Et puis, comme on est moderne, on a été regardé sur YouTube, on a acheté une formation YouTube. Vous aurez des vidéos à comment devenir un bon pilote d'avion. Bien entendu, il s'agit d'une blague, mais c'est pour vous mettre dans la peau des étudiants. Ce qu'ils vivent. En fait, la situation de départ, elle a un certain nombre d'intérêts. Donc, je vais d'abord essayer de vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, et enfin, comment les utiliser de façon le plus intelligente possible. Alors, qu'est-ce que c'est les situations de départ? Eh bien, voici les 356 situations de départ qui ont été mises en place en 2020. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels elles s'appliquent, principalement, bien entendu, les symptômes et les signes cliniques. Dont je voudrais que vous remarquiez qu'elles sont tout à fait en accord avec la sémiologie analytique des DFGSM. D'autres sont des données paracliniques. Enfin, il y a des prises en charge aiguës, chroniques, de la prévention, des gestes et un certain nombre de situations particulières. Alors pour comprendre la R2C, il faut en connaître le vocabulaire, ou aussi par exemple connaissance. Et connaissances, c'est ce que vous avez connu pour l'ECN et l'internat. Eh bien, elles ont été hiérarchisées en A qui sont fondamentales, c'est-à-dire que c'est fondamental pour un médecin de savoir ça. B, ça relève vraiment de la connaissance du spécialiste. Et C, c'est vraiment l'hyperspécialisation. Par exemple, C, ce serait les traitements des cancers, les TNM, donc ces classifications qui étaient insupportables à apprendre. Alors chacun des collèges d'enseignants a revu à travers des fiches de connaissances, des fiches LISA, qui vont permettre de suivre les connaissances des étudiants. La deuxième partie, et c'est ça qui nous intéresse dans le diaporama, ce sont les situations de départ qui sont telles qu'on voit les patients, c'est-à-dire ils ont des douleurs, ils ont une situation clinique particulière, comme un ictère, comme des difficultés à uriner. Et donc ça, on va les utiliser pour leur faire acquérir des compétences et bien entendu, naturellement, les évaluer au travers des échos, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Bien entendu, il y a des familles de situations de départ, comme vous l'avez vu, des symptômes, des signes cliniques, des signes paracliniques, de la prévention, des gestes. Et dans chacune de ces fiches de compétences, vous verrez, il y a des attendus d'apprentissage, c'est-à-dire on dit ce qui est important, et dans chacun des domaines de compétences. Alors, comment est-ce qu'on évalue la compétence? C'est sûrement pas par des QCM, comme on le faisait auparavant, ou par des dossiers, c'est essentiellement par la meilleure façon, c'est-à-dire des échos. Et ces échos, dont on vous parlera au cours de ce séminaire, sont une façon très particulière d'évaluer l'acquisition à partir d'une situation de ces compétences. Alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première, c'est qu'on essaye d'améliorer, de faire le transfert des connaissances vers des compétences. Vous pouvez apprendre le bottin par cœur, vous n'arriverez pas à l'utiliser. Donc ce qui est important maintenant, et c'est le nouveau paradigme, c'est d'essayer que l'étudiant soit au sortir du cours, ou en tout cas après la tâche d'apprentissage, qui est souvent chez nous le stage, l'étudiant soit capable d'utiliser directement ce que vous lui avez enseigné. Donc en pratique, comme on le voit, il est capable de résoudre de nouvelles situations avec les connaissances que vous lui avez apprises, mais dans des situations un peu différentes, mais qui partagent un certain nombre de caractéristiques qui sont proches.
Donc on va mobiliser des stratégies, des dispositions, des capacités, et pas uniquement des connaissances. Et ça va se faire, je vais dire, à la fois depuis le cours jusqu'au stage, puisque par exemple, on peut tout à fait enseigner pour arriver à ces transferts de connaissances dès le cours, jusqu'au stage, qui est classiquement en France la méthode d'appliquer, la façon d'appliquer le cours, mais c'est aussi et en cours et en stage. On est capable, comme je vous l'ai dit, de le faire en cours aussi. C'est vraiment une chose extrêmement importante pour développer un bon professionnel médical. Alors, je vous ai pris l'exemple, je crois que c'est un des plus connus, qui est l'AECA, l'apprentissage. Chaque mot est important. L'apprentissage et l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est le cours classique tel qu'on le connaît. L'apprentissage, c'est un petit peu plus que ça. Contextualiser, ça veut dire dans la situation, et authentique veut dire dans la situation la plus proche de la réalité possible. Là, il y a deux axes. La contextualisation, c'est la mise en situation. Donc, comme je vous l'ai dit, elle doit être authentique. Et ça va se faire par la richesse des exemples proposés, la justesse des exemples proposés, le fait que cette situation va intéresser l'étudiant et va le faire mobiliser un certain nombre de ses capacités. Et enfin, il y a un certain nombre de modes d'enseignement qui vont favoriser cette contextualisation. Bien sûr le stage, mais on peut le faire en jeu de rôle, on peut le faire en simulation et dans plein d'autres modalités, comme par exemple les discussions de cas. Voilà. La deuxième élément très important dans cette contextualisation, c'est qu'il faut que ce soit progressivement le plus riche, le plus complexe et le plus varié possible. C'est-à-dire que vous allez multiplier pour chaque situation les tâches d'apprentissage pour l'étudiant. Faire, par exemple pour polyarthrite, eh bien, il va, au cours de son enseignement, rencontrer plusieurs jeux de rôle, plusieurs simulations et plusieurs patients. Et il va le faire, c'est le deuxième axe, avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une intervention pédagogique importante qui s'appelle le compagnonnage cognitif. Et ce compagnonnage cognitif, comment on le fait? Eh bien, on va essayer de lui faire comprendre et résoudre des situations cliniques. On va lui dire, donc lui donner du feedback, de la rétroaction, l'évaluer en lui disant, bah voilà, ça c'est acquis, ça il y a encore à travailler dessus. Et il aura là, par exemple, je vous montrerai tout à l'heure ce que l'on fait, eh bien on va avoir un rôle de coach pour lui montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et progressivement, on va l'aider à acquérir des compétences de plus en plus complexes dans une situation. Alors, qu'est-ce que la compétence? Vous pouvez prendre la définition de Jacques Tardif, qui est en haut, mais elle est extrêmement précise, mais compliquée à comprendre. On va plutôt considérer, pour le comprendre pour vous facilement, qu'une personne a acquis une compétence lorsqu'elle est devant une situation qui n'est pas une situation qu'elle a eu exactement l'occasion de voir, mais qu'elle a vu un certain nombre de caractéristiques communes à cette situation avec d'autres situations, et bien elle va être capable de le résoudre. Donc il va falloir mobiliser non pas que des connaissances, mais aussi des aptitudes et des attitudes